Elle est vraiment dans l'analyse et on sent qu'elle veut absolument tout comprendre, on dirait un peu une enquête et dans ce sens, moi, je me reconnais beaucoup. J'ai un peu cette tendance-là. Et j'avoue qu'après les 2 derniers livres qu'on a lus, ça a été une bouffée d'air frais en termes de prose. Il y a un moment qui va être, voilà, qui va marquer, ta vie. Il y a le avant ce moment et le après ce moment et ça, tu ne pourras plus jamais le changer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Madame Boss Book Club, un podcast pour discuter entre copines de livres qui nous aident à avancer dans nos vies. Je suis Agnès et je suis accompagnée de mes acolytes et amies, Hélène et Marie. Nous lisons et débattons pour vous de livres variés, de business, de développement personnel ou encore des mémoires pour conjuguer notre amour de la lecture et de la critique. Tout ceci dans la bonne humeur et saupoudré de quelques fous rires, car c'est avant tout une discussion entre copines. Rejoignez-nous pour une demi-heure qui vous donnera ou pas envie de lire et qui, on l'espère, vous fera sourire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, on a lu L'année de la pensée magique. C'est un roman qui est écrit par Joan Didion, qui parle de sujets assez difficiles comme la mort, le deuil ou la maladie. C'est un ouvrage assez introspectif puisqu'il s'agit du récit de sa propre vie, l'année de la mort de son mari. D'ailleurs, Marie, Superbe transition, je vais vous faire un petit résumé. Alors, Joan Didion, c'est une romancière, une scénariste et une journaliste américaine. Son livre est paru en 2006 et elle partage son expérience personnelle après la mort soudaine de son mari quelques années plus tôt, l'écrivain John Gregory Dunne. Elle y parle aussi beaucoup de la maladie grave de leur fille prénommée Quintana. Le récit se concentre sur l'année qui a suivi la tragédie, au cours de laquelle Didion examine ses propres réactions émotionnelles, sa manière de faire face à la douleur, etc. Voilà. ok, super. Enfin, merci beaucoup Marie en tout cas. Bon, alors vu le sujet, d'habitude on rigole beaucoup sur ce podcast et là, il est possible qu'on ne passe pas autant de temps à glousser. Mais néanmoins, je vous invite à commencer la critique de ce livre en commençant par la question suivante. Quelles étaient vos attentes en lisant ce livre et est-ce que ces attentes ont trouvé une réponse? Moi, je voulais lire un livre sur le deuil. Dans un des précédents épisodes, on avait parlé du Opération de bonheur de Gretchen Rubin et comment elle avait décidé de faire ça pour se préparer à plus de résilience, heu, pour les moments pourris de la vie et ça m'a quand même fait réfléchir que c'est bien de se préparer aux moments pourris de la vie quand ça va bien. Donc je m'étais dit: «OK, un petit livre sur le deuil, quoi de mieux pour te préparer aux moments pourris?» Et aussi, je voulais lire un livre bien écrit et c'est vrai que Joan Didion a un peu pignon sur rue, dans cette catégorie. Voilà, pour moi. Et ben, moi aussi, je voulais lire un livre bien écrit. Je me suis dit que ça nous changerait un peu, des bouquins de développement personnel pas toujours très bien écrits. Et effectivement, ça a tout à fait répondu à cette attente, donc ça, c'est bien. Et puis je crois que je voulais avoir un point de vue, autre que le mien sur le deuil, sans trop rentrer dans des détails personnels et ça a aussi répondu à cette attente, même si c'est une lecture que j'ai trouvée, parfois un peu, déprimante, on va pas se mentir, hein. C'est quand même pas la grosse rigolade ce bouquin, mais je l'ai néanmoins beaucoup apprécié. Alors moi, je savais pas du tout de quoi parlait ce livre, je me sens très bête. Moi, j'ai vu le titre «Pensée magique», donc j'étais vraiment sincèrement persuadée qu'on allait parler de quelque chose de très positif. La pensée magique, c'est pour moi un exercice de visualisation pour obtenir ce qu'on veut. C'est pour ça que j'ai voté pour ce livre, hein. Je me suis dit: «Ça va être génial, on va visualiser, d'être, très très riche et très heureuse et ça va marcher» et alors une fois que j'ai compris que c'était pas du tout ça le sujet, bon, je me suis dit: Accrochons-nous, ça va être un guide, je vais apprendre à appréhender le deuil» parce qu'il s'avère que de mon côté, moi, j'ai la chance de ne pas avoir du tout expérimenté ça, enfin de cette manière-là, enfin en tout cas pas le deuil lié à la mort d'une personne proche.
c'est un sujet qui m'est à la fois, encore assez lointain, mais qui se rapproche, hein, avec le vieillissement général, de mes aînés, mais aussi de moi-même, l'arrivée de maladies au sein de mes proches. Donc c'est quand même un sujet, voilà, qui m'intéresse et ce livre, je peux dire, qui m'a permis de réfléchir au sujet. J'ai pas eu, le guide que j'attendais, donc mais je me sens quand même, plus informée, mais pas plus armée et je vous expliquerai peut-être plus tard pourquoi, mais place à la prochaine question. Qu'avez-vous pensé du style de l'auteur? Hélène? Et ben, moi, j'ai beaucoup aimé son écriture. Alors, je n'avais lu aucun de ses autres livres. Heu c'est le seul et unique que j'ai lu pour l'instant. Je l'ai lu en anglais, donc je ne sais pas ce que vaut la traduction. Je sais que vous l'avez lu en français. Et d'ailleurs, je pense que ça doit être assez difficile à traduire. Heu, c'est extrêmement fluide. J'ai trouvé qu'il y avait assez peu de fioritures. C'est assez, honnête. J'ai trouvé dans la façon dont c'était écrit, souvent assez direct. Et néanmoins, il y a quelques passages qui sont vraiment, extrêmement bien écrits, extrêmement bien tournés. On sent qu'elle en est pas à son coup d'essai. Et j'avoue qu'après les 2 derniers livres qu'on a lus, ça a été une bouffée d'air frais en termes de prose. Je suis d'accord, c'était bien. Elle a une écriture super détachée, très, très loin du pathos et donc ça fait, on aurait pu s'attendre à un peu de pathos, hein, vu le contexte, voilà. J'ai juste trouvé qu'elle en faisait un tout petit peu trop sur, les citations littéraires, soit de son mari, soit d'autres livres, soit des siens, même s'il y en a certains qui sont sympas. Elle, elle part un peu trop du principe qu'on va nous comprendre la beauté et la signification de ce qu'elle nous cite, à travers ses yeux et ça a pas forcément trop marché pour moi sur la plupart des extraits. Mais il est super bien écrit, très contente d'avoir quand même lu un bon livre. Alors moi pareil, bêtement, pour respecter le timing de ce podcast, je me suis précipitée, pour acheter ce livre. Donc je l'ai acheté, comme d'habitude, en seconde main. Comme on sait, il y a que moi ici, hein, qui fait vivre, le papier. Là, donc j'ai la version papier et sans faire exprès, je l'ai acheté en français. Alors oui, je vois Marie qui me pointe qu'elle a acheté le livre en papier et on la félicite. C'est rare, on la félicite. Mais gardez en tête que moi je l'ai lu en français et moi je déteste les traductions, françaises. Elle s'en sort bien, la traductrice. Je pense que c'est une traductrice. Elle s'en sort bien. Ah non, c'est Pierre. Bon, c'est un Pierre. Non, Pierre, c'est pas mal ton boulot. Néanmoins, on perd, c'est sûr qu'on perd. On perd puisque je suis allée chercher, certaines de ses citations, sur des internets après pour comprendre, un peu plus, l'essence de ces phrases. Bon, c'est clairement bien écrit, c'est très sobre, elle est pas du tout dans l'apitoiement, elle est vraiment dans l'analyse et on sent qu'elle veut absolument tout comprendre, on dirait un peu une enquête et dans ce sens, moi, je me reconnais beaucoup. J'ai un peu cette tendance-là, et j'adore les enquêtes. Donc dans ce voilà, le style d'écriture m'a assez plu, malgré le fait que ce soit assez froid. Ce qui me permet de transitionner vers la prochaine question. On va commencer par parler de ce qu'on n'a pas aimé dans ce livre. Alors, malgré un petit côté voyeuriste, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de name dropping dans son livre et alors j'ai été invitée chez machin et bidule est venu montrer son soutien après truc machin et j'avais limite alors je pense que c'est aussi, moi en ce moment je suis très, The Crown, Harry et Meghan et cetera et donc ça a peut-être un peu biaisé le truc, mais j'avais un peu l'impression que c'était limite people. Hem, alors ça reste un bouquin sur le deuil, mais elle name drop beaucoup. Beaucoup, beaucoup et alors c'est un couple qui a été, installé à Hollywood, qui a quand même bossé sur des scénarios et tout, donc ça va c'est peut-être comme ça que ça marche chez eux. Mais voilà, ça j'ai trouvé que c'était un peu lourd par moment et surtout que je connais pas du tout les gens dont elle parle. Donc voilà. Effectivement, alors moi, le name dropping, ça m'a un peu irritée aussi et puis, il y a les conditions de vie qui vont avec. C'est-à-dire qu'on voit bien que son environnement, c'est pas le même que la plupart des gens. Il y a quand même clairement pas de problème d'argent, quoi, par exemple et donc je pense que ça crée un peu une distance, avec ce qu'elle explique parce que
C'est assez facile de se dire que, le deuil, c'est peut-être plus facile pour elle que pour d'autres gens parce qu'elle a pas d'autres problèmes par ailleurs, quoi. Ou la mort de son mari, ça ne lui crée pas, de gros problèmes de rentrée d'argent subitement. Et en parlant de son mari, moi, j'ai trouvé qu'on n'apprenait pas grand-chose sur lui. C'est-à-dire, il y a effectivement des citations de choses qu'il a écrites. On voit des petits souvenirs dont elle se rappelle, des choses qu'ils ont faites ensemble, des périodes où ils ont travaillé ensemble et cetera. Mais il y avait pas du tout pour moi, j'avais pas du tout d'informations sur qui est cette personne, en fait, ou qui l'était plutôt. Et donc pour moi, c'était assez difficile d'être, liée émotionnellement à ce qu'elle en ressent parce que je n'arrivais pas à comprendre, qui était son mari, quoi. Voilà. Si je peux me permettre, on sait quand même une petite chose sur son mari, page 33, qui fait bien le lien avec ce que tu as dit au début. Je cite: «Il avait toujours sur lui des fiches pour prendre des notes, des Bristol de 15 centimètres par 7 gravées à son nom». Ouais et par ailleurs, je me permets aussi d'interrompre parce que, il s'avère que, on apprend, mais en dehors du livre, que le mec il était pas extraordinaire. Bon, voilà, il avait pas que des qualités. Je crois qu'il était assez tyrannique et colérique. Voilà. Mais Oui, elle nous le dit pas du tout non, ça, elle ne le dit clair. pas du tout et je pense que ça fait partie, du travail, enfin de moi ce que j'ai appris dans le deuil. Je pense que dans une période de deuil, on est en incapacité en fait d'aller regarder l dans l'ombre. Je pense qu'on obligatoirement, on va chercher que le positif ou en tout cas c'est ce que moi m'apprend ce livre en ayant, ce récit qui est, centré effectivement que sur les souvenirs de choses faciles et du coup, je me permets de continuer pour répondre, à la question, sur ce qui ne m'a pas plu. Donc comme vous, c'est, le fait qu'elle revienne trop, sur cette vie d'intellectuel bourgeois, heu, avec, la grande maison, plusieurs maisons, les voyages, bon, le name dropping, mais aussi pas que les restos, mais aussi les différentes îles dans lesquelles, ils vont, voilà, passer des saisons différentes. Donc ça m'a beaucoup déplu. Elle est journaliste de mode, je crois, en parallèle. Je trouve que ça se sent beaucoup, à travers justement toutes ces destinations, exotiques, voilà et effectivement, elle parle jamais d'argent, ni de logistique, ni d'aucun, sujet qui, voilà, concerne nous autres, quoi. Les gens un peu, on se sent un peu dans un espèce de bas monde et moi ça me l'a rendue, très lointaine. Hem, voilà, ça m'a un peu déconnectée de son histoire et aussi de son histoire de couple. Donc moi, je suis dans un couple, un peu fusionnel comme elle et pour autant, je me suis sentie très loin de son histoire. Voilà, moi ça m'a gênée. Je me suis dit que lire ça en plus aujourd'hui avec ce qu'on sait de la planète, heu et ses limites, je me suis dit vraiment: «C'est une boumeuse, quoi». C'est voilà. La deuxième chose qui m'a, un peu, déplu, c'est, bah, voilà, c'est cette relation à fusionnelle avec son mari. Ça m'a questionnée. C'est pas que ça m'a déplu, mais ça m'a beaucoup questionnée, leur codépendance. Voilà, ils sont écrivains tous les 2, ils écrivent ensemble, ils déjeunent ensemble, ils ont vraiment, voilà, ils voyagent ensemble. Heu, je trouve que le fait qu'elle arrive pas du tout à émettre de critiques, ni lui trouver de défauts, alors que bon, on sait qu'il en a, enfin, forcément, il en a, ça m'a questionnée, plus que déplu, je dirais, voilà. Et ça me permet de transitionner, en fait, sur la prochaine question. Heu, pour vous, quels sont les thèmes, principaux ou les réflexions que vous allez vraiment retenir ou qui vous ont marqué, dans ce livre? Moi, j'ai quand même, ce qui m'a marqué, c'est quand même qu'effectivement, elle nous décrit vachement sa best life. Tu as l'impression que la mort de son mari et la maladie de sa fille, qui sont une grosse bosse sur un chemin qui, avant ça, a été complètement, fluide et doux. Donc est-ce que c'était le cas? Est-ce que ça l'était pas? J'en sais pas grand-chose sur Joanne Didion pour le dire, mais voilà, je pensais la prendre en pitié super vite dans son livre, mais pas du tout. Son écriture déjà ne s'y prête pas, ce qu'elle nous raconte ne s'y prête pas, à part le fait
ce qui me fait la prendre en pitié, moi, c'est de me dire: «Ah mince, en fait, son mari est décédé juste au moment où sa fille était atteinte d'une maladie grave», qui tu le sais pas au début du film, mais au début du livre, mais qui commence juste avant le décès de son mari et derrière se déroule sur toute l'année et après on apprend que d l'année d'après, sa fille est décédée et donc tu te dis: «Elle a dû vivre tout ça sans son partenaire avec, lequel elle était effectivement très fusionnelle», donc mais sinon, je l'ai pas du tout pris en pitié. J'ai eu l'impression de lire le récit, voilà, de nantis entre Los Angeles et New York, qui voilà, qui sont là sur un peu sur le chemin de la vie et surtout, je suis incapable de te parler de cette femme après avoir lu 278 pages de elle et de sa comment elle a vécu son deuil. Je suis incapable de dire: «Ah oui, elle a l'air comme ci, elle a l'air comme ça». J'ai pas du tout l'impression d'être finalement rentrée dans son intimité alors que le bouquin n'est que ça et donc ça m'interroge un peu. C'est pas forcément un souci, mais c'est vrai que je me suis dit: «Ah oui, en fait, je sais pas qui elle est». Je suis allée voir sur Wikipédia, son profil est minus. Donc voilà, qui est cette femme? Je aucune idée. Donc ça m'a marquée. Une autre chose que je voulais quand même remettre sur le tapis, donc j'essaye de convaincre mes co-hôtesses de lire un livre de savoir-vivre. Elle en cite quand même un, page 74 à page 78, donc ça fait quand même 4 pages, où Joanne Didion trouve que c'est intéressant savoir-vivre et où là, moi, j'ai appris plein de trucs sur comment te comporter quand quelqu'un proche de toi, passe par le deuil, que faire, notamment, par exemple, elle va, l'auteur qu'elle cite, l'autrice qu'elle cite, explique qu'il faut mettre de la nourriture devant la personne qui est endeuillée pour qu'elle cesse pas, mourir de faim en gros et qu'elle mange machinalement, mais pas en faire des tonnes. Bon voilà. Moi j'ai toujours pensé que c'était pour manger ses émotions qu'on filait à manger aux gens endeuillés. En fait non, c'est vraiment, pour qu'ils pensent à faire des choses naturelles telles ça. Voilà, donc de l'intérêt de lire des manuels de savoir-vivre. Les filles, qu'avez-vous pensé de cette partie sur les bonnes manières? Alors moi, j'en garde, aucun souvenir pour être très honnête, donc ça m'a pas tant intéressé que ça. Par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit concernant le fait qu'on ne la connaît pas à la fin du livre. Pour moi, j'ai l'impression que c'était pas du tout le sujet. C'est-à-dire, effectivement, elle est obligée de nous donner un peu de contexte sur sa vie, de bourgeoise, hein, parce qu'il y a pas vraiment d'autres mots, de bourgeoise intellectuelle, pour nous raconter parce qu'elle écrit pendant qu'elle écrit ce livre, la fille est donc, à l'hôpital, puis encore et cetera. Donc il se passe d'autres choses dans sa vie quoi, qui sont, assez difficiles. Mais pour moi, c'était pas vraiment, l'objet du bouquin de savoir, qui elle était en tant que personne. D'ailleurs, ça rejoint un peu ce que je disais sur son mari, on sait pas vraiment qui il est non plus. Pour moi, l'objet du livre, c'est vraiment son deuil, la façon dont elle le vit, et tout un tas de réflexions qu'elle nous livre autour du deuil, quoi. Heu, Certaines qui sont extrêmement personnelles, c'est-à-dire elle a un petit, leitmotiv au début où elle ne veut pas se débarrasser de ses chaussures et elle explique que c'est un symbole, qu'en fait, bah, s'il revient, il va avoir besoin de ses chaussures, quoi. Et donc il y a et elle parle de ça plusieurs fois dans le livre. Ça devient un espèce d'objet comme ça qu'elle arrive pas à lâcher. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, très spécifique à son deuil à elle et en même temps, il y a tout un tas de choses qui sont, sur le process qui est universel du deuil, qui est sans doute le même pour, tout le monde, heu et qui font que, il y a des choses qui deviennent plus faciles avec le temps. Et il y a tout un tas de choses, qui moi m'ont rappelé des choses où elle dit: «Bah, tu te rends compte de la première fois où c'est ton anniversaire et la personne elle est pas là, la première fois où c'est Noël et la personne elle est pas là». Elle a tout un décompte de jours, où elle se rappelle des souvenirs et puis après elle nous dit de manière très froide, c'était 25 jours avant qu'il décède. Et pour moi, c'était vraiment ça l'objet. C'était pas, tellement elle en tant que personne ou même sa famille en tant que personne. C'était plutôt, voilà, le process et comme disait Agnès, elle a une espèce d'approche très clinique des choses. C'est-à-dire on sent que il y a des moments où on sent que vraiment elle écrit un peu pour s'en sortir quoi, pour avoir quelque chose à faire, et pour pouvoir mettre des choses à plat. Et en même temps,
elle y va avec l'intention, voilà, d'en tirer quelque chose, quoi. Et pour moi, c'était vraiment ça qui était intéressant. Et il y a quelques passages sur le deuil en lui-même, la façon dont on rentre dedans, là, dans son cas, en plus, par surprise, et tout un tas de réflexions sur le process du deuil que j'ai trouvé extrêmement juste. OK, bon, je suis assez d'accord avec, une partie de ce que vous avez dit, respectivement, donc je vais pas faire de redondance, je ne vais pas faire de répétition. Pour moi, ce livre, il c'est le deuil, mais pas que. C'est beaucoup un livre sur le couple, ou alors c'est en tout cas, c'est ce que moi j'y ai lu. Beaucoup un livre sur le choc en général. Donc il y a le deuil, de la mort, mais il y a le choc de la maladie et puis le fait que, bah, voilà, ça arrive de manière, subite quand même. C'est pas, une mort, suite à un cancer qui dure 3 ans où on a le temps un peu peut-être d'avoir des réflexions. Là, c'est très subit et c'est aussi un livre sur l'écriture ou le journaling ou un peu des 2 pour moi comme outil un peu d'accompagnement au deuil. Hem, Moi, ce que j'ai préféré, c'est toute la réflexion et la répétition autour du choc. C'est-à-dire, la phrase que j'ai préférée, c'est: «La vie change dans l'instant ordinaire», et elle la répète à plusieurs, instances du livre. Et ça, pour moi, ça s'applique à n'importe quel choc. Ça peut être, un accident, qui n'est pas mortel, mais aussi une rupture, une infidélité ou que sais-je, mais pour moi, ça, c'est une phrase qui se comprend d'autant plus si on a déjà vécu quelque chose comme ça. Effectivement, le temps, il s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a un moment qui va être, voilà, qui va marquer, ta vie. Il y a le avant ce moment et le après ce moment et ça, tu pourras plus jamais le changer. Après, le deuxième sujet pour moi, bah, la pensée magique, c'est un peu ça. C'est qu'elle oscille entre la grande rationalité et froideur, autour de cette enquête minutieuse, minute par minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que l'autopsie dit? Et cetera, et à côté de ça, effectivement, elle garde ses chaussures. Et malgré le fait qu'elle reçoit le document qui lui montre bien qu'il est vraiment décédé, ça enlève pas cette idée qu'il faut garder des chaussures et des habits, pour son mari, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup travaillé, enfin qui m'a beaucoup, je pense, appris sur, ce qu'on ne sait pas, je trouve, du deuil. Quand on a vu la courbe du deuil, on parle, voilà, moi j'ai jamais lu de choses comme ça, sur le deuil qui disent, voilà, en fait, il y a une petite partie de toi qui peut être dans, l'irrationalité totale, et ça, je pense que ça s'applique aussi à notre choc, je pense, voilà, j'ai des amies qui sont, par exemple, séparées depuis longtemps et puis elles ont une petite partie d'elles-mêmes qui continue, de penser que la personne qu'il y a encore une vie possible en parallèle avec cette personne dont elles sont séparées. Donc ça m'a parlé. Mais je trouve que c'est justement cette partie-là qui est extrêmement juste. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui elle décrit très bien le fait que c'est un choc, mais aussi qu'on est extrêmement mal préparé. Tu disais tout à l'heure, ça m'a fait réfléchir, mais ça m'a pas donné d'outils. Et c'est parce que je pense qu'il y a pas d'outils, en fait. Et c'est extrêmement bien formulé. Alors, je vais juste vous lire un petit passage que Marie a eu la courtoisie de me donner en français puisque moi, je l'ai lu en anglais. C'est un début de chapitre où elle dit: «Le chagrin du deuil, en fin de compte, est un état qu'aucun de nous ne connaît avant de l'avoir atteint. Nous savons que l'un de nos proches pourrait mourir, mais nous ne voyons pas au-delà des quelques jours ou semaines qui suivent immédiatement cette mort imaginée. Même de ces quelques jours ou semaines, nous nous faisons une idée erronée. Nous nous attendons peut-être, si la mort est soudaine, à ressentir un choc. Nous ne nous attendons pas à ce que le choc oblitère tout, disloque le corps comme l'esprit. Nous nous attendons peut-être à être prostrés, inconsolables, fous de chagrin. Nous ne nous attendons pas à être littéralement fous, à être la cliente pas difficile qui croit que son mari va bientôt revenir et avoir besoin de ses chaussures.» Voilà, et pour moi, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de choses comme ça dans le livre qui sont très C'est très justes beau. sur la façon, un peu clinique qu'elle a d'analyser ses réactions, mais aussi de dire, en fait, il y a aucune, chose qui peut te préparer à ça. C'est-à-dire, tu peux lire, réfléchir, te dire que oui, réalistiquement, un jour, ton conjoint va décéder, un jour, quelqu'un de proche va décéder, mais il y a rien qui te prépare à ça. Mmh. Non, c'est très ju enfin, c'est très juste, encore une fois. Non, moi, je ne sais pas ce qui est juste ou pas juste puisque, voilà, moi, ça m'est jamais arrivé encore.
Mais j'ai beaucoup aimé, lire ces phrases qui étaient, en plus d'être instructives, je trouvais étaient très joliment écrites, même dans la traduction française. Ça reste, très poétique et tout à fait en balancier avec, le reste de l'écriture qui, pour moi, m'a pas toujours plu, qui est très chronologique et du coup peut-être un peu chronophage avec beaucoup de répétitions. Mais je pense que ça fait partie, voilà, de l'exercice, hem, d'écriture qu'elle utilise pour traverser ce deuil et c'est un des sujets que j'ai en tout cas que moi j'ai identifié et qui m'a marqué dans ce livre, c'est voilà, comment elle va se servir de l'écriture pour traverser cette période, mais aussi pour continuer à garder son mari vivant. En fait, tant qu'elle écrit, elle est en train de le garder vivant, et elle fait un peu la même chose avec sa fille ou en tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti que, elle peut-être parfois elle s'étendait un peu trop pour étendre le temps parce qu'une fois que tu as fini ce livre, qu'est-ce qui reste en fait de ton mari? Heu, voilà. Hem, donc moi j'ai trouvé ça long, les descriptions de sa vie d'avant, mais j'ai trouvé ça, juste et moi qui suis dans un couple, voilà un peu pas similaire, mais voilà long terme avec, pas mal, d'activités qu'on a eues en commun, on a déjà travaillé en commun et cetera. J'ai été assez marquée par une de ces phrases, qui parle du fait qu'elle s'était pas vue vieillir à ses côtés, parce qu'elle a encore le regard, en fait, de son mari, de leur début de relation et ça, j'ai trouvé ça très touchant et que d'un coup, là, sans cette personne à ses côtés, bah, elle se rend compte qu'en fait, le reste de la société la regarde comme, elle est, c'est-à-dire, une personne, plutôt senior quoi, pas toute jeune et qu'elle-même, elle s'était pas regardée vraiment, tant qu'elle était à côté, de son mari. Donc ça, j'ai trouvé ça très émouvant. D'ailleurs, ça m'émeut un peu d'en parler, voilà. Donc finalement quand même, moi qui trouvais que j'avais pas aimé plein de choses, c'est quand même un livre qui touche, je trouve, à plein d'endroits différents. Est-ce qu'il y a des sujets, qu'on n'a pas abordés et que vous souhaiteriez, aborder avant que nous lancions dans une, conclusion? Je reviens sur ce que tu disais sur la traduction, parce que donc moi, le livre, je l'ai lu en anglais, mais alors, j'ai Marie m'a envoyé un petit texto en français et je trouve que c'est, plutôt bien traduit. Ça doit pas être très facile, mais je dois dire qu'en anglais, c'est vraiment extrêmement bien écrit. C'est-à-dire que c'est très fluide. Il y a beaucoup de phrases qui sont un peu comme le petit passage que je vous ai lu, vraiment sur le concept du deuil en lui-même et de ce que ça crée chez les gens et du choc que ça lui crée, et qui sont vraiment, sublimes, quoi. Il y a pas d'autre mot, c'est vraiment, c'est très agréable à lire, mais c'est aussi vraiment très juste. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié le style. J'ai un peu été, du coup, regarder ses autres livres et il y a beaucoup de choses qui sont un peu plutôt des collections d'articles ou d'essais qu'elle a écrits, dans des magazines ou pour d'autres, supports. J'ai été surprise de pas avoir tant de romans que ça, en fait. Alors que bon, on peut pas vraiment dire que ce soit un roman, c'est un peu une autofiction, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Hem, mais c'est vraiment extrêmement bien écrit, ouais. Voilà. Donc j'ai été, agréablement surprise pour, une autrice dont je n'avais jamais rien lu. Voilà. Donc ce sera peut-être le début d'une série d'autres livres. Alors elle a écrit, suite à ce livre, elle a écrit un autre livre, dont le nom m'échappe, mais je crois que c'est La Maison Bleue ou quelque chose comme ça. Voilà et bon qui lui, s'occupe de parler, il me semble, en tout cas, elle l'écrit à la suite de la mort de sa fille et là, pour nos auditeurs, auditrices, on a quand même beaucoup spoilé le contenu de ce livre. On s'en excuse, mais Heu, en connaissant, le contenu, je pense pas que ça gâche la lecture. Ah bah, je pense qu'il y a pas d'effet surprise dans ces bouquins, c'est des essais sur le deuil. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut rester suspendu. Moi qui pensais lire, on se rappelle, hein, que moi je pensais Non, lire mais il faut lire le 4e de couverture quand même, Agnès, je sais pas ce que tu oui, non mais c'est trop tard. C'est qu'une fois que je l'ai si
suis rentrée dans le livre, voilà, j'ai compris tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que, malgré, heu, malgré le fait qu'on en sait le départ, ce récit un peu, enquête m'a porté à croire à un moment donné que peut-être elle allait apprendre des choses. Voilà, qu'on allait apprendre des informations, en fait, nouvelles sur le décès de son mari. C'est pas l'objet du livre, du tout, hein, mais voilà, dans la construction, voilà, on peut se poser la question, parfois. Bref. Effectivement. Mais alors, je tiens quand même à dire qu'effectivement, on n'a pas spoilé le contenu, car, le décès de son mari, c'est dans le premier chapitre. Donc, il n'y a pas de mystère, quoi, hein, sur, le contenu du livre. Il n'y a pas de plot twist, un retournement de situation, en fait, il est pas mort, rien de ce genre. Malgré la Mmh. pensée magique qui est quand même le Malgré la sujet pensée magique, que, effectivement. voilà. Donc la pensée magique ne fonctionne pas pour la mort des gens. Voilà, ça c'est un key learning point. Oui, je voulais dire en parlant de se fourvoyer sur le contenu du bouquin, mais donc moi je savais que c'était un bouquin sur le deuil de son mari, mais c'était absolument tout ce que je savais sur le livre et sur Joanne Didion et donc la couverture du livre, c'est une photo d'eux jeunes. Donc Joanne est jeune, son mari est jeune, la fille est jeune et je me disais: «Je vais lire, l'histoire, tragique, d'un mec qui meurt dans la fleur de l'âge, en la laissant mère célibataire avec une jeune enfant». Bon, c'est pas du tout ça, hein. Il avait déjà un pacemaker depuis 18 mois, je crois et d'ailleurs ça n'en rend pas les choses moins tragiques. Au contraire, tu te dis: «Ah oui, OK, elle le sait, elle le dit à un moment: J'aurais pu m'y préparer, mais je n'ai jamais réussi à envisager qu'il soit pas à mes côtés». Hem, Malgré le fait que, bon, bah, voilà, tout le monde savait qu'il avait un pacemaker, que lui-même disait que, bah, il en avait un, qu'en rétrospective, j'avais l'impression qu'il y avait des signes et tout, que ça allait, finir, mais donc voilà, Et d'ailleurs, dernier sujet, dont on n'a pas parlé, enfin personne n'a évoqué, les derniers mots de son mari. Voilà, c'est un sujet, les derniers mots de son mari, parce qu'en fait, effectivement, lui sait qu'il a cette maladie et que, heu, il va, heu, il va canner en fait, subitement en fait, c'est déjà écrit. On l'apprend très, très tardivement dans le livre, mais elle reste bloquée sur l'interprétation d'une phrase qu'il va dire, que j'ai pas notée, mais qui va, voilà, qui va sous-entendre que, il sait que c'est un peu la fin. Alors que c'est impossible, vu sa condition, qu'il sache à quel moment, quand, comment. Voilà et ça c'est aussi un peu, haletant, je trouve, comme Il y avait quelques phrases qui étaient intéressantes dans la façon dont elle décrit ça, parce qu'elle parle plusieurs fois d'un voyage à Paris. Bon, encore des problèmes de riches, hein, où, ils vont, quelques semaines avant son décès, ils vont à Paris et donc quand ils discutent de ce voyage à Paris, en gros, il dit quelque chose qui va sur les lignes de: «Bah, il faudrait qu'on y aille maintenant parce qu'en fait, je pense qu'après je pourrais plus y aller» ou quelque chose comme ça, ou «C'est peut-être la dernière chance que j'ai d'aller à Paris». Donc ça, c'est quand même un indice dans son enquête qui est, un peu gros comme le nez au milieu de la figure, et que néanmoins elle ne prend pas du tout pour argent comptant, et donc effectivement, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait qu'elle se prépare, heu, mais comme elle dit très bien, on peut pas se préparer en fait réellement. C'est-à-dire que tu peux t'imaginer comme, elle dit dans le petit passage que je vous ai dit tout à l'heure, tu peux t'imaginer ce qui pourrait se passer, mais rien ne te prépare. Et alors il y a une autre phrase que j'ai notée, que j'ai trouvée vraiment aussi extrêmement, juste et délicate. Alors je l'ai traduite moi-même parce que DeepL, m'a fait du caca, donc je vous la lis. «Nous ne pouvons pas connaître à l'avance, et c'est là la vraie différence entre le deuil tel que nous l'imaginons et le deuil tel qu'il est, l'absence interminable qui s'ensuit, le vide, le contraire même du sens, la succession ininterrompue de moments au cours desquels nous serons confrontés à l'expérience même de l'absence de sens». ouais, je me souviens de ce passage-là, tu l'as pas mal traduit d'ailleurs. Il doit pas être loin de ce qui est dans le livre. je vous propose, sans plus tarder, d'aller à notre, question finale, notre question maintenant devenue habituelle. Qu'est-ce que vous recommandez de faire avec ce livre? Alors, moi, je vais le classer dans ma bibliothèque, à un endroit bien en vue pour bien montrer que je lis des livres intelligents.
Par contre, je le prêterai à personne parce que mes annotations manuscrites, c'est horrible. C'est plein de trucs genre best life, petit cœur, phrase trop bien, best life. Enfin, moi-même, je ne paraîtrais pas du tout intelligente si, quelqu'un lit le livre annoté par moi. Et ben, moi, c'est assez un livre que j'ai envie d'offrir. Alors pas forcément à des gens qui sortent de deuil parce que je pense que ce serait peut-être en rajouter une petite couche, mais j'ai juste envie de l'offrir pour la qualité de sa prose, en fait. J'ai trouvé ça vraiment, extrêmement bien écrit. Heu, j'ai même été un peu surprise, je dois être honnête. Heu et donc je ferais ça à quelqu'un qui est quand même, un peu solide dans ses baskets parce que bon, c'est pas que marrant, hein, on va pas se mentir. Mais que vraiment en termes de lecture, et d'écriture, ça vaut le coup. Ouais, moi aussi, je pense l'offrir, mais peut-être, en parler d'abord. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un petit dîner mondain hier soir, n'est-ce pas? Du fait que j'allais faire de podcast aujourd'hui, donc j'ai au moins 8 copines qui savent que, ce bouquin est intéressant. Donc moi, je pense que les gens vont me le demander quand ils en auront envie ou besoin. Effectivement, je me suis initialement dit: «Ce serait intéressant de l'offrir à quelqu'un qui est en train de traverser». Je pense que c'est intéressant d'en parler à quelqu'un qui est en train ou qui a traversé comme une, heu, une ressource potentielle, mais sans, voilà, sans faire, l'acte de donner soi-même à la personne. Moi, j'ai une petite question subsidiaire. Elle retrouve une liste de courses de 5 semaines avant l'événement. Dessus, il y a écrit qu'il faut qu'elle achète des petites bouteilles d'évian, de la mélasse, du bouillon de poulet, pardon, et de la farine de lin. Que pouvait-elle cuisiner? Mais tu es comme moi, tu es partie sur les trucs d'enquête. Moi, j'ai noté qu'elle retrouve un document, tu sais, de son mari, et l'ordinateur, il indique que le fichier AA avait été modifié pour la dernière fois à 13h08 le 30 décembre, soit genre 6 minutes, enfin voilà. Elle rentre là-dedans et elle se dit comme ils ont un fichier partagé, elle saura jamais, voilà, qui quels étaient, voilà, ses derniers inputs. C'est quoi les dernières phrases qu'il a écrites. Ça, c'est vrai que c'est des choses, je me vois faire ça, je me dis: «Il faut pas faire ça». Enfin voilà, faut pas faire ça meuf. Mais je Mmh. comprends qu'on ait envie de repartir en arrière dans chaque micro détail. Eh bien, j'ai l'impression que quand même on a quand même beaucoup aimé ce livre en fait. Je pense qu'on a beaucoup aimé ce livre, on dirait, Moi, hein. j'ai bien aimé l'écriture, mais voilà, je le redirai pas. Bon, bah, très bien et écoutez, bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On a passé un merveilleux moment ensemble encore aujourd'hui. On a hâte, de vous entendre. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message, sur, le site internet. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode. Madame Boss, c'est avant tout 3 copines. Hélène, Marie et Agnès. Moi, c'est Hélène, je suis la madame boss qui travaille 60 heures par semaine, mais qui essaye de s'en sortir, tout en réfléchissant à mes prochains business. Je lis des tonnes de livres et j'adore les stabiloter. Moi, c'est Marie. Je suis un madame boss qui se déclare sceptique du développement personnel, mais qui passe mes week-ends à faire des programmes pour atteindre mes objectifs. Et moi, c'est Agnès. Je suis la Madame Boss qui ne se souvient pas de tout ce qu'elle lit, mais qui adore les podcasts, les copines et le temps libre qui nous permet de vivre de nouvelles expériences. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser une note sur votre application de podcast préférée ou à nous envoyer un petit message. Merci et à bientôt!